Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Place à la deuxième heure et avec mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Raphaël Steinville, directeur adjoint des rédactions du JDD. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Et bonsoir à vous Olivier Beaumont. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef adjoint du service politique du Parisien. Vous avez à votre actif déjà plusieurs livres politiques, dont le dernier qui fait un carton en librairie, La tragédie de l'Élysée dans l'enfer des quinquennats Macron. Alors, c'est un livre qu'on peut lire si on veut, comme je l'ai fait, du début jusqu'à la fin, mais c'est un livre qu'on peut feuilleter également et on peut lire un chapitre ou deux. On peut piocher, effectivement, on peut piocher dedans, en commençant par la fin. Alors, souvent, le premier réflexe des lecteurs, c'est d'aller sur les photos, en fait. Parce qu'il y a un regarde les images. Voilà, on regarde les images d'abord, et puis après, effectivement, on regarde la table des matières, et puis soit on le lit comme vous l'avez fait, effectivement, du début à la fin. C'est une très bonne idée parce qu'il y a quand même une construction dans ce récit, dans cette enquête, dans cette immersion au cœur du palais présidentiel, ou alors on peut piocher effectivement. Alors c'est ça, en fait, il y a deux personnages principaux, j'allais dire, qui se tirent la bourre d'une certaine manière, puisque c'est le président de la République et c'est l'hôtel d'Évreux. Le palais de l'Élysée, dans lequel il travaille et dans lequel il habite. Et oui, le couple présidentiel habite dans les appartements privés qui sont dans une des ailes du palais, au premier étage de l'aile Est, 160 qui donne sur la rue de l'Élysée. Sur la rue de l'Élysée, effectivement. Alors c'est un no man's land, c'est-à-dire que cette partie privée, personne n'y rentre. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Non, on ne sait pas. Je n'y ai pas eu accès, mais de ce que les très proches du couple Macron et les rares qui ont eu l'occasion d'y s'y rendre me l'ont décrit effectivement comme une succession de pièces. En fait, ça ressemble plutôt à une suite d'hôtels. Ça n'a pas du tout les dorures et les moulures qu'on peut voir dans le reste du palais de l'Élysée. C'est un décor très neutre et que eux-mêmes d'ailleurs n'ont pas du tout personnalisé. C'est-à-dire que les Macron, quand Emmanuel Macron a été élu, d'ailleurs, ils ne souhaitaient pas s'installer au palais de l'Élysée. Ils avaient conservé l'appartement qu'ils louaient rue Claire. Sauf que les jours qui ont suivi l'élection du nouveau président, imaginez un petit peu le voisinage avec la curiosité des passants qui voulaient espérer peut-être croiser le nouveau président, plus la protection policière, c'était devenu infernal en fait pour les commerçants. On a vu ce que ça a donné avec François Hollande, qui habitait juste à côté d'Europe 1, là, dans le 15e. Exactement. Et donc au bout de 15 jours, plusieurs sont allés voir notamment la première dame pour lui dire Madame, c'est plus tenable, il faut déménager. Et donc il s'installe. C'est moins grave pour un Premier ministre qui habite rue Claire aussi d'ailleurs, un petit peu plus bas d'ailleurs, c'est assez amusant. Mais il passe plus incognito dans cette rue. Oui. Je garde, vous allez me dire si vous trouvez cette image juste, je garde de votre livre l'image dans l'épilogue où c'est un président qui fonctionne avec son sac à dos. C'est-à-dire qu'il n'est pas attaché aux objets, il n'est pas attaché à la propriété. D'ailleurs, il avait balancé un jour à quelqu'un, écoute, faut pas investir dans l'immobilier, c'est beaucoup trop cher, vaut mieux investir dans une boîte, l'immobilier, etc. Et donc, il n'est pas attaché, il peut repartir avec son sac à dos. Il est là, en même temps, il a refait pas mal de pièces, et notamment son bureau, qui était quand même, au début, il a travaillé sur le bureau du général de Gaulle, et ensuite, il a fait mettre un bureau assez étonnant, d'ailleurs, moderne. Et puis, comment dirais-je, il y a cette pérégrination dans l'Élysée, et en même temps, vous le dépeignez comme un personnage triste au début du livre où il a du vague à l'âme, il boit du Lagavulin, alors on ne sait pas en quelle quantité, on sait en revanche qu'il s'asperge en quantité industrielle de la fameuse eau sauvage de Dior, qui est un parfum très ancien, qui date des années 60, que beaucoup d'acteurs, notamment Alain Delon, ont porté. Et donc, en fait, à la fin, on referme le livre, on se dit... En fait, c'est un personnage assez triste, Emmanuel Macron. Oui, c'est assez juste, et c'est assez paradoxal parce que ceux qui le connaissent le décrivent comme quelqu'un qui est très optimiste. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, ce n'est pas quelqu'un qui va confier ses doutes, ses atermoiements. C'est plutôt quelqu'un qui, au contraire, devant ses entourages, quand ils ont un petit coup de mou, va plutôt les remonter. Mais effectivement, et c'est pour ça aussi ce titre, la tragédie de l'Élysée, la tragédie pour plusieurs raisons, et y compris effectivement pour cet aspect que vous pointez à très justement, parce que triste, parce que seul, parce que enfermé. Et c'est ça la tragédie de l'Élysée en fait. Parce que la configuration même de ce palais, je rappelle les dimensions pour nos auditeurs,
11 000 mètres carrés, 365 pièces, de salons, de bureaux, d'antichambres, de soupentes. Pour en habiter une chaque jour. En fait. Voilà, exactement. Et lui, au milieu, au centre de ce palais, dans le bâtiment, dans la structure principale, l'hôtel d'Évreux, au premier étage, seul, et donc est enfermé en fait. Alors il a Alors enfermé aussi à cause de l'actualité, parce qu'il a quand même traversé beaucoup de crises. Il y a eu le Covid, il y a eu. Oui, mais il a beau être tout le temps sur son téléphone. Il a beau être tout le temps sur son téléphone, à textoter, sa question récurrente quand il veut sonder un maire, un élu ou un proche. On dit qu'il joue du piano, il a d'ailleurs fait livrer un immense piano dans la salle des fêtes. Il a été premier prix du Conservatoire d'Amiens dans ses jeunes années, par contre. Effectivement, il y a un piano à queue au palais dans la salle des fêtes, et ça lui est arrivé très très occasionnellement, et notamment quand je raconte une scène avec un homologue étranger où à la fin d'un dîner, effectivement, ça se finit un peu tard, et puis ils se rendent compte que tous les deux savent un peu jouer du piano, et puis ils improvisent comme ça pendant quelques minutes un petit morceau à la nuit tombée, quoi. Raphaël Stainville. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Pierre, et sur l'évocation d'un président avec toujours son sac à dos à portée de main, est-ce que derrière cette image que vous évoquez aussi, Olivier, il n'y a pas l'idée que finalement Emmanuel Macron, c'est un anywhere, pour reprendre cette catégorie entre les somewhere et les anywhere, et finalement une sorte de déraciné? Oui, mais d'ailleurs, Emmanuel Macron, il dit tout le temps que quand il est à Amiens, il dit Amiens c'est chez moi. Quand il est à Marseille, il dit Marseille c'est chez moi. Quand il est à la Mongie, voilà, il dit c'est chez moi. Mais en fait, il est tellement chez lui qu'il est nulle part. Et il est en même temps. Et il est en même temps. Bien joué, Alexandre. C'est assez juste. Et c'est un déraciné. Et d'ailleurs, moi, certains me disent, quand je leur dis mais qu'est-ce qu'il va faire après 2027, alors tous sont unanimes. Eux sont convaincus qu'il prépare déjà son retour en 2032, parce que il est drogué à ça, pas au palais en tant que tel, pas au mur, mais au pouvoir. Et par contre, où ira-t-il ? Personne ne le sait. On m'a dit non, il s'installera pas à Paris. Il ira peut-être vivre ailleurs. Peut-être qu'il ira à l'étranger. Souvenez-vous, quand il avait quitté à un moment donné, lors du précédent quinquennat, ses fonctions à l'Élysée, il était parti quelques temps aux États-Unis avant d'être rappelé par François Hollande pour des fonctions gouvernementales. Donc c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. Et alors c'est paradoxe, parce qu'effectivement il a beaucoup restauré ce palais présidentiel qui était en très très mauvais état quand les Macron arrivent à l'Élysée. Il y a eu plusieurs rapports de la Cour des comptes qui avaient alerté sur l'état de dégradation très avancé. Ils avaient même chiffré à hauteur de 100 millions d'euros les montants qu'il faudrait dépenser pour tout remettre aux normes. Alors ils ont dépensé beaucoup moins, mais quand même 40 millions. Donc Emmanuel Macron, il a quand même un rapport à la pierre, au patrimoine. Faut se souvenir, son rapport quand il a voulu reconstruire Notre-Dame, il a créé de l'auto du patrimoine. Donc lui se voit comme un bâtisseur. Ce qui apporte plus pour lui, c'est la place dans l'histoire. Et sa place dans l'histoire, ce sera aussi le fait d'avoir restauré ce palais pour ses successeurs. Alexandre Malafaille. Tragédie de l'Élysée, c'est aussi la tragédie de l'isolement, et l'isolement du pouvoir et de l'hyper-pouvoir. Est-ce qu'on peut y échapper ? Est-ce que finalement, avec tous les gens que vous avez rencontrés, c'était pas un peu le même phénomène avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy ? Comment on échappe à ça ? Ben non, on n'y échappe pas. Et c'est intéressant, parce que Emmanuel Macron, lui, il pensait échapper à ça, à cet enfermement, à cet isolement, mais il n'y a tellement pas échappé qu'il s'en est drogué aujourd'hui. C'est-à-dire que plusieurs collaborateurs m'ont rapporté que quand eux lui annoncent qu'ils veulent quitter l'Élysée pour reprendre une vie plus simple et plus normale avec leur famille, lui ne comprend pas, en fait. D'ailleurs, il a cette phrase, il dit on ne quitte pas le roi. Et il dit partir pour des raisons familiales, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et un autre membre du gouvernement qui est très proche du président de la République me dit c'est une came, en fait. Il est vraiment drogué au pouvoir. Pour ça, d'ailleurs, que tous n'ont aucun doute sur le fait que il voudra repartir en. Comment vit-il ces ruptures, justement? Vous évoquez le départ de ses conseillers, mais dont Alexis Collère dernièrement. Oui, j'allais y venir. Comment vit-il le départ d'Alexis Collère de l'Élysée? Alors, comme c'est un déraciné finalement des lieux, de la géographie, ce n'est pas quelqu'un qui aussi s'attache aux gens. On ne connaît pas beaucoup d'amitié à Emmanuel Macron, finalement. Je mets à part effectivement le cas d'Alexis Collère, mais à l'exception du cas d'Alexis Collère, beaucoup de gens sont partis depuis. Il a renouvelé son cheptel de collaborateurs, de conseillers proches, de
politique aussi autour de lui. Et c'est quelqu'un qui vagabonde en permanence. Alexis Kohler, c'est particulier parce que il a été affublé de tous les surnoms, le vice-président, le jumeau, le deuxième cerveau. Alors le hamster alsacien, c'est une petite formule parce qu'Alexis Kohler, il a des origines alsaciennes et c'est une petite formule c'est un surnom que lui a donné Thierry Solaire parce que il travaille tout le temps en permanence et il s'arrête jamais. Donc d'où l'image du hamster et donc le surnom du hamster alsacien que lui a donné Thierry Solaire. Mais Alexis Kohler, il était dans l'épopée, la campagne de 2017. Il était à Bercy avec Emmanuel Macron, il l'a accompagné et plusieurs fois il a eu la tentation de partir parce que faut imaginer ce que c'est la vie à l'Élysée et au poste de secrétaire général où on contrôle tout, c'est-à-dire qu'on contrôle tout, on régit même toute la vie du palais, y compris la gestion des trombones. Et puis, et c'est lui qui a la main aussi en partie sur l'agenda du président, et c'est lui qui filtre tout. Donc, ce sont des vies très sacrificielles, et comme ils sont très complémentaires, plusieurs fois Emmanuel Macron a cherché à essayer de le retenir. Bon, là, il était temps, au bout de 8 ans quand même, pour le secrétaire général d'aller vers d'autres aventures. Nous sommes toujours avec Olivier Beaumont qui publie chez Robert Laffont La tragédie de l'Élysée dans l'enfer des quinquennats Macron. Alors évidemment, le truc dont tout le monde parle, c'est votre chapitre sur l'eau de Cologne qu'utilise Macron. Alors ça me fait penser au livre de Bruno Le Maire où il y avait une petite scène triviale. Évidemment, on n'a retenu que ça alors que il y a quand même le reste du bouquin. Comment est-ce que vous, Olivier Beaumont, vous le vivez cet épiphénomène? Oui, alors ça fait un petit buzz. Ça a même été repris. Il y a eu des articles dans la presse étrangère, particulièrement ça n'a pas été démenti. Anglo-saxonne. Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, les échos que j'ai eus du Palais depuis la sortie du livre me disent « Ah, c'est malin, c'est bien joué », parce qu'effectivement, je rapporte c'est pas une anecdote, c'est une vérité. Le président de la République s'asperge, il a une consommation industrielle de ce parfum au sauvage de Christian Dior. Et si je raconte ça, alors, et le paradoxe, c'est le chapitre le plus court du livre. Oui, voilà. C'est souvent comme ça. Alors, la scène de Bruno Le Maire, c'est 5 lignes, je crois. C'est sur le parfum et le maquillage aussi. Donc on est dans la représentation et ça rejoint. Alors et pourquoi je parle de ça, c'est pas juste pour la petite blague et pour le. C'est qu'en fait on le sent venir au sens premier du terme. C'est qu'en fait ça concourt à ces attributs du pouvoir monarchique et surtout l'odeur du président. Comme ça sent assez fort, c'est un attribut de son pouvoir. C'est-à-dire que pour les collaborateurs, ils savent que s'ils vont passer dans le hall, qu'ils sentent cette odeur de parfum, ils disent « Ah, le président est là ». On sait que... Et donc, attention, quoi. Et c'est plusieurs membres du gouvernement qui m'ont raconté que le mercredi matin, en Conseil des ministres, eux arrivent toujours avant lui, parce que lui, il y a toujours ce moment de tête-à-tête avec le Premier ministre avant le Conseil des ministres. Et pendant ce moment-là, les membres du gouvernement, eux, arrivent les uns après les autres. Et donc, ils s'installent autour de la table. Et il y a ce cérémonial, avec l'aboyeur théâtral. Voilà, le président de la République. Ah bah voilà, vous pourrez y être huissier à Chêne, au Palais de l'Élysée, sans aucune difficulté. Et avant même, si vous voulez, que le président soit annoncé, certains me disent, oui, on sent son odeur. Et donc, tout de suite, le fait de sentir, avant qu'il arrive, ce parfum, ça crée une tension autour de la table parce que, voilà, attention, le patron arrive. Mais il y a le côté négatif aussi, parce que même, vous citez Marlène Schiappa qui a dit à son compagnon, alors tu prends tout sauf ça, parce que oui, voilà, je veux pas que tu sentes le voilà, elle dit, parce que c'est pour elle, c'est tellement, l'odeur de ce parfum est tellement assimilée à l'odeur du président de la République que pour elle, c'est comme si c'était l'odeur de son père, et donc elle ne pouvait pas concevoir que son compagnon puisse s'asperger de ce parfum au sauvage. Merci beaucoup, Olivier Beaumont. La tragédie de l'Élysée dans l'enfer des quinquennats Macron, c'est publié chez Robert Laffont.